podcast Binge Audio. Comment faire quand son couple bat de l'aile quand approche la cinquantaine ? Que le corps change au-delà de ce qu'on avait imaginé ? Que l'on n'est plus aussi en vue au boulot ? Alors, ce n'est pas pour moi que je demande, c'est pour une amie. Titre en forme de clin d'œil du livre de Valérie Trierweiler, coécrit avec son amie la journaliste Constance Vergara et sous-titré « Manuel à l'usage des quinquas ». Valérie et Constance nous embarquent avec beaucoup d'humour dans les méandres de la vie d'une femme de 50 ans, quand il faut parfois larguer ses vieilles valises pour entamer une nouvelle vie. Bonjour Valérie Trierweiler. Bonjour. Alors, j'aimerais sans préambule commencer par un extrait de votre livre qui est très juste, je trouve. Vous voulez bien nous le lire ? Oui, bien sûr. Il n'existe pas d'ardoise magique nous permettant d'effacer les coups durs de l'existence. Mais peut-être trouverons-nous une philosophie à accrocher en bandoulière pour voir la vie en rose, un rose indien plus nuancé. Nous arrivons dans la cinquantaine lestés de valises, chargés de souvenirs plus ou moins heureux. Pourquoi ne pas tout fourrer dans une consigne et continuer la route allégée de ses poids et de la nostalgie de notre jeunesse ? Très joli. Est-ce que vous êtes délesté de ces valises, vous ? Je crois. je crois que oui, surtout que les valises seraient des malles bien chargés. Ouais. Donc je pense, oui, que je suis délestée de tout ça. Alors débarrassé de quoi, en fait ? Débarrassée des aléas de la vie ou de choses qu'on pensait être des choses négatives ou des ruptures qui ont été difficiles et après coup, on en fait quelque chose de positif et puis on se réconcilie. On se réconcilie avec des moments de sa vie et avec les personnes qui ont partagé ces moments de vie. Il est question de nostalgie de la jeunesse. Est-ce que vous vous êtes débarrassé de ça, vous ? Je crois en ce moment. Après, bien sûr, ça dépend ce qu'on entend de nostalgie de la jeunesse. Si on parle de la jeune femme à qui on ressemblait et qu'on était fraîche et sur toutes les photos, parfois on se dit « Ah oui, j'étais belle à cette époque-là ». Et puis, bon voilà, ça passe. Et si on repense à la période de la vie, pas nécessairement. Parce que je trouve que finalement, la jeunesse est chargée de pression. Je trouve que c'est très difficile pour les jeunes femmes, plutôt entre 30 et 40 ans. C'est le moment où il faut tout réussir dans la vie. C'est le moment où, si on n'a pas de compagnon, on en cherche un parce qu'on a envie d'enfant, où on se dit que l'horloge biologique joue. C'est le moment où il faut réussir sa carrière. Et puis, si on a déjà les jeunes enfants, il faut garder du temps pour eux. Il faut pouvoir les éduquer, les élever, les aimer. Enfin, on les aime de toute façon. Mais c'est un moment où on court tout le temps. Ouais. C'est vrai, vous avez raison, on est la deuxième génération, disons, après nos mères, qui étaient nées après la guerre, à avoir du tout cumulé. Mariage d'amour, maternité, carrière, fallait rester féminine et séduisante, c'était mission impossible. Parce que entre ce que je dis, là, la carrière, les enfants, il y a ça aussi, il y a réussir son couple. Exactement. Et finalement, peut-être qu'on le mettait après les enfants, après la carrière, et qu'on oubliait un petit peu cet homme pour qui on avait au début beaucoup d'amour. Vous rappelez avec justesse, dès les premières pages du livre, qu'on est la génération qui était ado dans les années 80. Ça ressemblait à quoi la jeunesse de Valérie Trierweiler ? Finalement, ma jeunesse, elle était beaucoup plus sérieuse que la vie que j'ai maintenant. Parce que dans les années 80, j'ai quitté mes parents le lendemain des résultats du bac. J'étais angevine, je suis partie à Paris pour suivre mon premier amour, qui était parisien. Mais j'ai dû assumer seule mes études, ma vie, etc. Donc, en fait, je travaillais en même temps que mes études et je sortais beaucoup moins. Enfin, la vie était moins légère, finalement, que celle que j'ai maintenant. Et on connaît la Valérie publique, journaliste, compagne d'un ancien président au début de son mandat. On connaît moins la Valérie intime que vous dévoilez un peu dans le livre, même si on ne sait jamais trop qui de vous ou de Constance ou d'une autre. Écrit ou d'une autre, puisque oui. Vous avez interrogé aussi beaucoup de vos amis. Beaucoup d'amis, et puis nous sommes journalistes comme vous, donc on a aussi un peu enquêté ici et là. Et vous aviez envie de dire quoi justement à ces quinquas qui achètent votre livre ? Quel est le message ? Le message, c'est qu'il faut d'abord arrêter de s'en faire tout un monde, et surtout d'un monde qui s'effondrerait. Parce que c'est ça, je vois beaucoup de femmes qui ont un petit peu moins de 50 ans et qui ont l'impression que tout va s'arrêter. Alors c'est vrai que parfois il y a des choses qui s'arrêtent. C'est vrai qu'il y a des choses qui changent, mais finalement... Vous savez, quand quelque chose s'arrête, c'est aussi le début d'autre chose. Bien sûr. Et ça peut être quelque chose, finalement, qui débute et qui peut être encore plus intéressant. C'est ce message-là qu'on a voulu faire passer. Vous vous souvenez du jour où vous avez eu 50 ans ? Oui, très bien. Ouais. Très bien, mais j'avais commencé à me préparer à 49,
comme je me prépare là, parce que vous savez, en réalité, j'ai 59. Donc, moi, la dizaine des... Une autre décennie. Voilà, la décennie, voilà, ça s'approche à grands pas. Donc, ça fait un petit moment que je me regarde dans le miroir en me disant, ma vieille, prépare-toi, ça arrive. Et vous étiez du genre à fêter vos 50 Oui. ou plutôt, ouais. Oui, j'ai fait une très grosse fête pour mes 50 ans. Que je ne suis pas sûre de faire, là, pour la prochaine décennie. Alors, ce que vous dites dans ce livre, c'est que qu'on soit bien dans ses pompes ou déprimé, qu'on soit seul ou bien accompagné, vous parlez de la cinquantaine comme d'un rendez-vous avec soi-même. C'est ce que vous avez éprouvé, vous ? Oui, parce que ça a été d'abord le moment d'une rupture. Donc, effectivement, j'ai été seule ensuite. Donc, c'est un moment où il faut effectivement se retrouver et aller creuser en soi pour y retrouver les meilleures ressources. Et il m'a fallu un petit peu de temps, mais je pense que j'y suis arrivée. C'était la rupture que tout le monde connaît ou c'était une autre ? C'était celle-ci. Très bien, donc effectivement, ça n'a pas dû être facile, parce que déjà, quand la vie est assez calme, la cinquantaine, c'est quand même un peu difficile, hein, on va pas se mentir, donc j'imagine qu'effectivement... oui, en même temps, j'ai été entourée de vraiment plein d'amis, j'ai aussi fait de nouvelles rencontres... Tout n'est pas négatif de cette période. En tout cas, les 50 ans, moi, je les assumais pleinement. Hein. Je trouvais ça plutôt amusant d'avoir 50 ans. Donc, je le disais à tout le monde, j'ai 50 ans. Voilà. Ouais. Pourquoi amusant ? De toute façon, je ne cache pas mon âge. C'est sur Wikipédia, donc c'est compliqué. Pourquoi c'était amusant ? Parce que je trouvais ça fun d'assumer ces 50 ans. Je me sentais en pleine forme, je me sentais bien dans ma peau, je me sentais plutôt bien. Donc, j'ai pas du tout de difficulté à aborder cette période. Alors vous dites quelque chose de très juste, que les amis sont d'un soutien très précieux à cet âge-là. C'est la cinquantaine, finalement, c'est le meilleur moment pour se consacrer davantage à ses amis. Oui, parce que justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc 50 ans, on arrive à un moment où les enfants sont grands, quittent la maison à peu près dans ces eaux-là. Donc on a plus de temps à consacrer à ses amis. Les 2 précédentes décennies, c'est le moment où on court après le temps en permanence. Donc là, on retrouve un peu de temps pour soi, on retrouve du temps pour les amis et pour faire des choses qu'on aime. Alors les 2 narratrices, on ne sait pas encore une fois si c'est Constance ou Valérie ou une autre, disent que pendant des années, en parlant de votre ex, alors on ne sait pas qui c'est, hein, mais vous ne pouvez pas ne pas l'accompagner du terme connard. Oui. Est-ce qu'on peut pardonner aux hommes à notre âge après forcément quelques expériences malheureuses ? Oui, moi j'ai pardonné. Ça fait 10 ans, puis je suis heureuse dans ma vie, donc oui, j'ai pardonné. Donc plus d'adjectifs désagréables envers vos ex ? À dire vrai, c'est pas moi, ça me concerne pas moi, donc... Si c'était moi, je vous le dirais, mais c'est pas le cas. Et quand on est quitté à 50 ans, c'est comme à chaque fois qu'on se fait quitter, évidemment, c'est douloureux, mais sauf qu'on entend aussi des petites voix mauvaises, parfois dans notre propre tête, qui disent « c'est fichu, tu retrouveras pas l'amour ». Vous leur dites quoi, ces petites voix ? Je leur dis de se taire parce que c'est tout à fait faux. En fait, il n'y a pas d'âge pour retrouver l'amour. Donc vraiment, faut... Et puis c'est banal, mais c'est tellement vrai, c'est toujours au moment où on s'y attend pas. Donc vraiment que ces petites voix se taisent. En tout cas, ne pas se résigner, parce que le bonheur, il est toujours à portée de main. Vous racontez aussi, Valérie Trévaleur, qu'à 50 ans, on vous a signifié que vous n'étiez plus à votre place au boulot. Alors, c'était un petit peu plus tard, c'était à 55. 55. Effectivement, si on regarde, dans le monde professionnel et les statistiques, c'est beaucoup à cet âge-là, à 55 ans, que se fait la cassure ou la rupture professionnelle. Vous le dites dans le livre, c'est une femme sur 2 qui se retrouve sans emploi à partir de 55 ans. Ouais. Alors, pas forcément sans emploi, parce que, encore une fois, si on regarde les statistiques, les femmes restent moins longtemps inscrites à France Travail, comme ça s'appelle aujourd'hui, parce qu'elles acceptent des jobs qui sont en deçà de leurs compétences ou de leur performance ou même du salaire qu'elles avaient auparavant. Elles restent moins longtemps sans emploi. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de cet entretien ? Alors, on vous a juste dit, sans autre forme de procès, voilà, tu as atteint l'âge canonique. Non, parce que personne n'avoue ça. Ah, personne ne dit tu as atteint... C'est la grande hypocrisie. C'est la grande hypocrisie. Non, c'était tu n'as plus ta place dans le journal. Voilà, 10 minutes, ça a duré 10 minutes. Après combien d'années de carrière ? Après m'avoir gentiment offert un café, après exactement 30 ans de carrière. Très classe. Oui. Et alors ensuite, vous avez décidé d'être à votre compte, en fait, d'être en freelance, comme on dit dans le milieu journalistique. Le milieu journalistique est très particulier. C'est un métier qui est absolument extraordinaire, mais qui n'est facile ni pour les jeunes journalistes, ni pour les vieux journalistes. La période faste, elle est assez courte. Ouais. Regardez les jeunes journalistes aujourd'hui. En fait, on commence à la pige et on termine à la pige. Et les jeunes journalistes débutent avec des salaires de misère aujourd'hui. C'est très, très difficile pour les jeunes. Pour les jeunes photographes, c'est encore plus compliqué.
Bon, voilà, donc je suis comme une jeune journaliste, je suis à la pige. Et moi, j'ajouterais aussi que pour les femmes, il y a un autre problème, c'est qu'on n'est pas très crédible jusqu'à au moins 35 ans. Et puis après, on n'est plus trop désiré parce qu'on a dépassé 45. Donc en fait, ça fait 10 ans. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. terrible. C'est terrible et c'est court. Ouais. Et puis il y a le fait que les jeunes femmes, les employeurs se demandent si elles vont pas partir faire un enfant dans un an ou deux. Ce qui a été mon cas. J'ai été engagée à Match et un an après, je faisais un enfant. 2 ans après, je faisais un deuxième enfant. Et 3 ans après, je faisais un troisième enfant. Voilà. Mais j'ai eu à ce moment-là un directeur absolument extraordinaire qui a tout à fait accepté ce fait et qui m'a même dit, vous savez ce qui est bien, c'est 4. Voilà. Ah oui. Je ne l'ai pas écouté à ce moment-là. Mais... 4, après, ça devient une petite PME quand même. Pour beaucoup de femmes d'ailleurs qui se retrouvent célibataires, puisqu'il y a beaucoup de questions de célibat dans votre livre, l'épreuve est aussi financière. Vous rappelez ce chiffre, après un divorce ou le veuvage, 20%. 20% basculent dans la pauvreté contre 8% des hommes. Oui, alors bon, c'est le cas de toutes les femmes, quel que soit l'âge. C'est très compliqué aussi pour les jeunes femmes qui ont des enfants en bas âge à faire garder. Et c'est d'ailleurs un vrai problème de société aujourd'hui. Ouais. Sauf que peut-être qu'elles ont plus de chances de rencontrer quelqu'un. Mais c'est une vraie difficulté. Les femmes se retrouvent... vous savez, il y a aussi une étude qui a été faite selon laquelle les hommes épargnent alors que les femmes utilisent leur argent pour l'entretien des enfants, de la maison, etc. Donc quand la femme, en général, se retrouve seule, elle se retrouve seule et sans argent, sans économie. Et la clé d'autonomie, c'est aussi de garder une main sur ses finances. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre mais dès le début. Très tôt. Ouais. Vous savez, quand cette période de l'Élysée où je me suis battue pour conserver mon job, j'ai été très attaquée à ce moment-là. Donc, j'étais journaliste à Match au service culture. Je faisais des chroniques littéraires. J'ai été très attaquée. Mais voilà, moi, j'avais mes 3 enfants à charge. Oui. Donc, simplement, je ne vois pas comment j'aurais fait. Ils n'étaient pas les enfants du président qui n'avaient pas à les prendre en charge. Et je vais vous raconter une anecdote qui est très parlante. 2 mois après l'élection donc de François Hollande, je vais acheter des baskets pour un de mes fils en solde. Et le vendeur me reconnaît et il me dit « Mais madame, je peux vous poser une question? Est-ce que vous allez continuer à travailler ?» Donc je lui tends ma carte bleue. Je dis « Monsieur, je ne travaille pas. Qui va vous les payer, les baskets ?» Il a dit « Bah oui, voilà. » Ouais. Parce qu'évidemment, première dame, enfin, cette espèce de statut hybride, c'est pas rémunéré. Voilà, qui n'est pas un statut. Ouais, c'est pas un statut. Alors, Valérie, j'ai reçu ici des femmes de tous horizons, des actrices, des journalistes, des écrivaines, qui sont toutes confrontées à l'agisme et à la misogynie à un moment dans leur vie. Vous qui connaissez bien la politique, est-ce que vous avez entendu cette insulte adressée sur CNews à Sandrine Rousseau, qualifiée de Greta Thunberg ménopausée? Vous avez entendu cette histoire? Je l'ai lu. Ouais. Alors la phrase exacte, c'était si vous l'écoutez, on a l'impression d'une illuminée, c'est la folie verte. C'est une sorte de Greta Thunberg ménopausée. La violence des propos. C'est hallucinant. Et je ne sais plus qui est l'auteur. Oui, on va oublier son nom. Mais c'est un chroniqueur. Peut-être au contraire, il faut le dénoncer. Oui, écoutez, moi je pense qu'il vaut mieux qu'il passe par la postérité. Mais c'est pas si vieux, c'était 2021, la primaire écologiste, etc. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est plus possible de parler des femmes comme ça? Non, c'est plus possible. Donc on a fait des progrès quand même. Oui, c'est plus possible de parler comme ça, comme tant pis si je choque, mais c'est plus possible de dire celle-là elle a un beau cul. Voilà, tout ça c'est plus possible. Après, on a le droit d'accepter un compliment gentil et correct, poli, mais pas de cette façon-là. Et j'entendais vos interviews, là il y a un humoriste sur une radio qui faisait mine de se demander si vous aviez voulu appeler votre livre « Merci pour ces bouffées de chaleur ». En référence évidemment à Merci pour ce moment. Vous voyez, je ne l'avais pas entendu, celle-là. Oh, c'était lourd, non? Vous n'avez même pas percuté? Non, mais je ne l'ai pas entendu, je ne sais pas. Oui. Peut-être que vous n'avez pas voulu l'entendre. Oui, peut-être. Parce que moi, j'ai trouvé ça très lourdingue, personnellement. Comme si, voilà, on vous ramenait à ça juste parce que vous êtes quelqu'un. Bon, bref. Est-ce que vous auriez aimé faire de la politique, être élu? Oui et non. Je trouve ça extrêmement difficile, encore plus difficile pour les femmes. Je trouve qu'il y a une violence extrême. Il faut beaucoup de courage aujourd'hui pour faire de la politique. Et malheureusement, peut-être que les meilleurs n'y vont plus. Parce que c'est devenu vraiment difficile entre les chaînes d'infos, les réseaux sociaux. Un politique n'a plus aucune liberté, il doit être à la disposition de tout et de tout le monde sans arrêt. Enfin, c'est éreintant, c'est un engagement, c'est un renoncement à la vie de famille, à 1000 choses. Donc c'est extrêmement difficile. Après, il y a des choses qui me heurtent dans le pays. Moi, je trouve qu'il faut beaucoup d'abnégation en fait pour faire de la politique et peut-être que certains qui en font aujourd'hui en manquent.
Peut-être dans une autre vie, j'aurais aimé. Mais ma vie n'a pas été celle-là. J'ai adoré ma vie de journaliste. Adoré. Parce qu'on rappelle, vous avez été journaliste politique longtemps. Oui, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait le tour du monde. J'ai accompagné Jacques Chirac dans beaucoup de voyages officiels, Lionel Jospin, enfin j'en ai fait beaucoup. Et c'était des moments forts à chaque fois. Quand vous voyez, par exemple, pour devenir Premier ministre après Gabriel Attal, là, on a finalement cité que des hommes tout le temps. Oui. C'est pas gagné. On parle de parité en politique. Mais peut-être que les femmes, justement, peut-être qu'elles sont plus intelligentes et qu'elles n'ont pas envie d'être massacrées dans ce jeu-là de... Enfin, c'est un jeu de massacre, la politique, en fait. C'est ça. Peut-être que les femmes font de la politique autrement, qu'elles s'engagent... Il y a quelque chose qui m'avait frappée, regardez, tous les espoirs de la politique dans plusieurs partis, qui étaient Nathalie Kosciusko-Morizet, Cécile Duflot, Aurélie Filippetti, Najat Vallaud-Belkacem aussi. Toutes elles se sont retirées de la politique. Oui, c'est vrai. Elles avaient autour de 40, 45 ans. Elles sont parties faire soit un boulot dans une entreprise, soit une fondation, soit au service d'une cause, mais elles sont parties. Alors que les 4 étaient des espoirs dans leur parti. Et pourquoi on laisse partir les femmes ? Ah oui, pourquoi ? Parce que les hommes... Parce qu'on ne veut pas d'elles, peut-être. Parce qu'on ne veut pas d'elles, voilà, exactement. Et donc aujourd'hui, on gâche énormément de talents oui, mais peut-être que peut-être qu'elles feraient de la politique autrement, d'ailleurs. C'est certain, c'est certain. Bon, moi, en tout cas, ça m'a énervé qu'il n'y ait aucune femme considérée pour être... Comme si le fait qu'il y ait Elisabeth Borne, ça avait suffi. 4 ou 5 hommes et pas une femme. Ouais. On parlait de la Greta Thunberg ménopausée. La ménopause, justement, vous l'avez vécue comment, vous ? Vous en parlez un petit peu dans le Oui, alors c'est bouquin. un chapitre du livre, c'est pas tout le livre. Moi, je l'ai pas trop mal vécu. Voilà. Ouais. Au moment des grosses bouffées de chaleur et des suées nocturnes, j'ai pris quelque temps un traitement, le temps que ça passe, et c'est passé. Vous étiez bien accompagnée. Après, oui, je suis comme beaucoup, je lutte contre les kilos, pas toujours avec bonheur, c'est de plus en plus difficile, mais je suis pas malheureuse. Bon. Voilà. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que dans son autobiographie, par exemple, Michelle Obama, elle a parlé ouvertement de sa ménopause, comment justement elle a pris du poids, changé son apparence physique, comment elle a pris soin de sa peau justement pour essayer de contrebalancer les effets, etc. Est-ce qu'en France, on pourrait imaginer Brigitte Macron ou Carla Bruni parler de la sorte ? Oui, d'ailleurs, Carla en a parlé. Oui. Mais pour dire qu'elle avait arrêté de manger. Oui, si je puis me permettre. Voilà, exactement, on en parle dans le livre. D'ailleurs, elle m'a envoyé un message après. Ah, elle a réagi ? Oui, c'est pour me dire que comme elle a un traitement d'hormonothérapie suite à son cancer du sein, elle a dû lutter encore plus contre les kilos. Donc, si, moi je pense qu'aujourd'hui, on peut en parler, bien sûr. Mais vous trouvez Après, Michelle Obama, elle en a parlé une fois partie de la Maison-Blanche. Est-ce qu'elle en aurait parlé pendant ? Bon, voilà. Sans doute que Brigitte Macron écrira ses mémoires et qu'elle parlera de choses plus personnelles. Donc vous ne considérez pas que ça reste un tabou, quelque chose d'infamant Non, après, je trouve qu'il ne faut pas en parler toute la journée non plus. Ouais. Vous êtes une femme, vous le savez, la vie des femmes, de toute façon, depuis l'âge de 13 ans, nous sommes confrontés à nos hormones. Voilà, on a nos règles, on a les périodes d'avant-règles, d'après-règles, ensuite on a des grossesses, des accouchements, des après-accouchements, on a la ménopause, on a tout ça. Donc peut-être que j'ai eu de la chance et que j'en ai pas trop souffert. Non, il ne s'agit pas d'en parler toute la journée non plus, mais de pouvoir en parler sans se dire que ça va être quelque chose d'infamant, que ça va être quelque chose qui va vous stigmatiser parce que tout d'un coup vous passez dans le camp des femmes plus âgées. En même temps, il faut lutter contre ça, contre le regard de la société qui voudrait nous faire basculer dans autre chose, dans l'après, dans le monde d'après. Et je trouve que les choses sont en train de changer. Oui, c'est vrai. Heureusement, ça évolue un petit peu. Et alors, on me demande souvent, moi, vu que je fais ce podcast, une fois que, disons, l'errance hormonale liée à la périménopause est achevée, qu'on se sent mieux. Je crois qu'on peut dire que oui. Ah oui, on peut dire que oui. On peut dire que oui. On peut rassurer ceux qui nous écoutent. Oui, parce que ce qui est compliqué pour l'entourage, ce sont les variations de l'humeur. Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai eu ça parfois où d'un seul coup on ne sait pas pourquoi vous ne supportez plus votre entourage et vous êtes prête à hurler sur tout le monde. Bon, j'exagère un peu, mais en tout cas il y a des variations d'humeur et peut-être que ça c'est difficile pour l'entourage. Ouais, c'est peut-être difficile pour soi-même aussi parce que y a beaucoup de femmes qui disent on se reconnaît plus. Voilà. Non, mais disons que ça ajoute à la difficulté de vieillir en fait parce que toutes les deux on est des femmes d'image, on sait très bien que c'est difficile de vieillir, on va pas se le cacher. Oui,
oui, mais honnêtement, pour l'instant, moi, j'essaie de... Pour l'instant, ça va. J'essaie de travailler beaucoup sur l'acceptation. Je me regarde dans le miroir, je vois que j'ai des rides, je vois que mon visage s'affaisse, je vois tout ça. Mais je me dis, c'est comme ça, tu dois l'accepter. Mes enfants sont des adultes aujourd'hui, donc je ne peux pas avoir leur âge, je ne peux pas ressembler à ce qu'ils sont, à ce que sont leurs amis. Donc vraiment, j'essaie de beaucoup, beaucoup travailler là-dessus. Et vous disiez tout à l'heure que vous avez trouvé une forme de liberté finalement Oui. à passer à un autre âge. Oui. Mais parce que peut-être, à un moment, on est moins dans la séduction. On essaie d'être vraiment... Enfin, c'est pas qu'on essaie, c'est que moi, j'ai l'impression d'être moi-même aujourd'hui. Et puis tant pis pour le reste. Hein. Si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. En tout cas, je ne suis pas dans la séduction permanente ou me dire « mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ? J'ai pas la tête que j'avais autrefois, etc. » Vous êtes moins sensible ou... Oui, mais c'est vrai qu'une fois qu'on arrive à se débarrasser du regard des autres, mais tant pis, de toute façon, on est moins regardé. Hein, donc, finalement, c'est peut-être pas plus mal. J'ai l'impression que vous avez changé, Valérie Trierweiler. Oui, je pense que j'ai évolué. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que j'ai retrouvé une interview de vous dans C'est à vous. Vous disiez « je n'aime pas vieillir » et aussi... Je pense qu'à un moment, il faut se retirer du monde. Vous avez changé d'avis, là. Non, je me retirerai du monde. Parce que je ne me sens pas vieille encore. Mais le jour où je me sentirai vieille, je me retirerai du monde. Je pense qu'à un moment, il ne faut pas s'accrocher. D'abord, il y a plein de choses que j'ai envie de faire dans la vie, de voyager, de m'occuper de mes rosiers. Donc oui, je le ferai. Non, je continue à le dire. Mais parce que je ne me sens pas vieille. Mais peut-être qu'au fond, je ne me sentirai jamais vieille et que je ne me retirerai pas. Et puis, vous avez encore la passion du métier qui fait que... j'ai la passion du métier, j'ai toujours, malgré tout, la passion de la politique. J'ai la passion de plein de choses. Alors, vous avez écrit ce livre sur la cinquantaine heureuse, on peut le dire. Comment est-ce que vous voyez votre soixantaine ? C'est vrai qu'alors, de temps en temps, j'ai des petites remarques pas sympathiques sur Instagram qui me disent « Ah, mais vous allez bientôt plus avoir dans la cinquantaine ». Mais justement, j'ai l'expérience de la dizaine, de la cinquantaine. Et ça a été une période très heureuse, cette cinquantaine. Donc, j'espère continuer en ce sens, sur cette voie. Vous allez, par exemple, continuer à écrire ? Oui, je continuerai à écrire. Avant d'aller vous occuper de vos rosiers, vous avez encore quelques livres à écrire peut-être ? Bien sûr, oui, non, mais ça, on peut le faire jusqu'à ces derniers jours. Ouais. Ça, l'écriture, c'est quelque chose de formidable pour soi, parce que on le fait là où on veut, dans un jardin, dans une chambre à soi. C'est tout ça. Et lorsque vous étiez plus jeune, est-ce que vous vous projetiez à l'âge de la cinquantaine ? Comment vous voyez ça ? Non, pas du tout. Quand on a 20 ans, la cinquantaine, ça paraît... tellement loin, tellement loin. Donc vous ne vous projetiez pas, vous ne vous visualisez pas à 50 ans ? Non. On ne se projette pas si loin quand on est jeune. Non, c'est vrai. On a l'impression que la cinquantaine, c'est vraiment... C'est vraiment un autre siècle, un troisième âge, tellement loin. Et dans ce livre, alors c'est pas qu'une dissertation abstraite sur l'âge, il y a aussi énormément de conseils pour se débrouiller toute seule. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ou que vous avez donné dans ce livre ? Alors d'abord, c'est mon fils qui m'avait dit, le jour où je partais seule faire une route assez longue, qui me dit « Mais est-ce que tu as fait la pression de tes pneus ?» Non. Et non seulement je ne l'avais pas fait, mais ça ne m'était pas venu à l'idée parce que je ne l'avais jamais fait de ma vie. Et donc, je vais dans une station et personne ne vous aide à faire ça aujourd'hui. Il y a des caissiers et vous faites tout seul. Donc, je n'ai pas su. J'ai appelé une amie, elle est venue et elle m'a dit, le jour où j'ai divorcé, je me suis promis que j'aurais plus besoin d'un homme pour toutes ces tâches. Et donc, elle avait appris à le faire, elle me l'a fait. Voilà, donc c'est ça, c'est de ne pas rester godiche devant certaines tâches, parce que ma génération s'est accommodée du patriarcat, en fait. Vous savez, nous, on est les héritières des féministes des années 70. Elles ont obtenu le droit à l'avortement, à la pilule, un certain nombre de choses, et nous, on s'est un peu reposés. Ouais. Parce qu'on avait l'impression que tout était acquis. Et finalement, on avait un mari, un compagnon, et on s'arrangeait bien du fait de se débarrasser de tout ce qui ne nous intéressait pas, la bagnole, comme on dit dans le livre, tout ce qui peut être administratif, enfin plein de choses, dans la mesure où on s'occupait beaucoup du reste, on se disait on fait pas ça. Et puis finalement, quand on se retrouve seul, on est un peu embêté par un certain nombre de choses. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous dans un garage, il faut s'y prendre comme avec un cardiologue, c'est très long.
Donc ça vous a forcé à acquérir de l'autonomie. Oui. Peut-être pas que dans la bagnole, mais en tout cas dans la bagnole aussi. C'est ça, oui. Ouais. Et est-ce que vous parliez des... Et c'est vrai qu'on s'est reposé sur nos lauriers. Pour nous, nos mères s'étaient battues, donc c'était plus un sujet. Mais les filles le font, les jeunes femmes. Voilà. Est-ce que vous êtes reconnaissante, entre guillemets, aux nouvelles féministes, des combats qu'elles portent aujourd'hui? Oui, vous savez, moi je vois les amis de mes fils. Donc moi j'adore discuter avec les jeunes femmes de 25 ans, 30 ans. J'adore leur vision du monde. Donc elles ont... Non, finalement, c'est nous qui avons à apprendre d'elles. Je voudrais avoir votre sentiment sur un phénomène d'actualité qui est le procès Mazan, celui du mari de Gisèle Pelicot. On pensait par exemple que le consentement, c'était quelque chose qui était acquis. Et on s'aperçoit que non, en fait. C'est-à-dire que dans la mesure où c'était le mari qui donnait son feu vert, certains ne sont même pas posé la question. Non, mais je ne pense pas que le consentement soit acquis partout. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire accepter parce que des hommes peuvent prendre un sourire comme un signe engageant ou regardez, encore une fois, pour parler de Marine Tondelier, elle a parlé du livre de Jordan Bardella en disant « parce que j'ai souri à un moment ». Dans son livre, il parle de sourire séducteur. Oui. Voilà. Alors qu'elle dit, c'est ma nature de sourire, je souris. Il n'y avait absolument pas une façon de chercher à séduire cet homme-là. Donc, vous voyez, la façon dont les choses sont interprétées ou réutilisées ou déformées. Gisèle Pelicot, elle restera comme une sorte d'égérie du début du XXIe siècle, je pense. Ouais. Et il se trouve que j'avais écouté le podcast de sa fille il y a plus d'1 an. Et je l'avais écouté 2 fois, tellement cette histoire m'avait bouleversée. Elle n'était pas du tout encore médiatisée. Mais je ne comprenais pas comment c'était possible, comment un mari pouvait agir de la sorte. Enfin, c'était la mère de ses enfants, c'était, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je pense que les psychiatres donneront peut-être un jour une explication, mais moi, je ne l'ai pas. Mais c'est vrai que, pour le coup, ça devient un fait de société à cause de tout ce que vous venez de dire. Tout à fait. Après, c'est pour une amie, vous avez une autre idée de livre? J'ai une idée de livre, oui, sur une femme qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais j'en dirai pas plus qu'aujourd'hui, c'est trop tôt. D'accord. Vous avez déjà écrit un livre sur une héroïne d'un tableau de Klimt. Oui, sur Adèle Bloch-Bauer. Qui était une femme très, finalement, peu connue, mais émancipée. Voilà, exactement. Pas du tout connue. Alors, elle est très connue parce que c'est la Dame en or, cette femme qui est sur le tableau de Klimt, qui est le plus reproduit au monde avec la Joconde. D'ailleurs, on l'appelle la Joconde autrichienne. Et ce tableau a une histoire particulière. Il avait été spolié par les nazis et récupéré par une des héritières après de très longues années de procédure. Et quand je me suis intéressée à cette femme, en fait, elle avait eu une vie passionnante. Elle recevait chez elle toute l'intelligentsia viennoise, Freud, Schnitzler, Stefan Zweig, Gustav Mahler. Et voilà. Et en dehors de ça, elle était très engagée. Donc votre prochain livre sera sur une femme forte aussi. Ouais. Mais d'accord. Mais une femme engagée. On attend alors avant de savoir qui sera cette héroïne. Merci beaucoup Valérie Travailleur d'être passée dans les studios de Binge Audio. Merci à Paul Berthiaud, Marie Jaworski pour la réalisation et le montage. Merci à Juliette Livartowski pour la production de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Prenez soin de vous.